Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers exécutifs. Alors, une intervention en plusieurs points. Tout d'abord, ça sera aussi un élément fort de mon propos, c'est le contexte. Alors, ce contexte budgétaire, on voit bien que dans les rangs de l'Assemblée, on prend le mauvais côté des choses. On nous oblige à prendre le mauvais côté des choses sans pouvoir bénéficier du reste. On est dans un contexte inflationniste, on l'a dit. Nous avons dernièrement, ces jours-ci, passé le cap d'un an de guerre en Ukraine, avec tout ce que cela implique. Nous avons aussi une situation très anxiogène post-Covid, c'est indéniable. Et tous ces paramètres, lorsqu'ils sont liés, font que nous avons passé une année 2022 très difficile et que l'année 2023 ne s'annonce pas meilleure. Alors cette transition 2022-2023, elle va se faire, nous avons fait effectivement les OB, Xavier Lacombe le rappelait, pour passer au BP. Alors BP de transition, BP de révolution 2024, la révolution nous l'espérons tous et nous l'espérons grâce à ce processus qui est engagé. Ça serait une vraie révolution. On ne serait plus dans la transition. En ce qui concerne ce budget, à proprement dit, alors nous sortons, je le disais, d'un exercice 2022 où nous avons eu ces 100 millions de condamnations Corsica-Ferries. Les comptes administratifs viendront démontrer la difficulté de l'exercice puisque les ratios étaient très dégradés, mais on s'aperçoit qu'en année normale hors condamnation, les ratios redeviennent non seulement acceptables, mais plutôt bons. Alors aujourd'hui, nous sommes sur, vous l'avez dit, une année charnière. 2023 sera une année charnière et décisive. Pourquoi ? Bien, soit le processus aboutit, et là je parle notamment d'un transfert de fiscalité, puisque c'est ce que nous recherchons aussi dans ce processus, nous en avons un besoin évident, et alors nous pourrons aller plus loin dans l'exercice de nos compétences et dans nos prérogatives, soit il échoue, et dans ces cas-là, effectivement, nous devrons revoir le périmètre d'action de nos collectivités à la baisse, c'est une évidence, à la baisse. Mais pour autant, sur les principaux chiffres, je serai très rapide là-dessus, puisque le Président en a parlé. Nous avons un budget d'1,430 milliard en dépenses réelles, moins de 2% à peu près. Nous avons, si l'on rajoute les opérations d'ordre, environ 1,9 milliard de budget. Donc 1 milliard de dépenses de fonctionnement, nous sommes à moins 6% par rapport à l'an dernier, donc un effort qui est fait, même si on retraite à Corsica Ferries. Nous sommes à peu près 370 millions de dépenses d'investissement. C'est aussi un niveau, qu'on le veuille ou pas, historique, plus 8%. Et je viendrai immédiatement sur ce qu'a dit Xavier. Xavier, effectivement, moi je suis tout à fait prêt à enlever les 30 millions d'euros du PTIC sur l'investissement. Mais rendez-nous les 100 millions d'euros de la condamnation. On ne peut pas d'un côté nous dire ne tenez pas compte des 30 millions d'euros de l'aide de l'État sur la condamnation quand on s'est fait braquer à visage découvert il y a un an à hauteur de 100 millions d'euros. On ne peut pas nous demander d'un côté de bénéficier d'un petit pourcentage d'aide quand on s'est fait enlever notre budget en fonctionnement 100 millions d'euros. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas réaliste. Et excusez-moi, ce n'est pas sincère. Alors, pour continuer là-dessus, je veux dire, sur nos recettes, je crois que le constat est simple. Les recettes sont en recul, moins 2,29%, soit 33 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que non seulement le budget est sincère, mais il est aussi, je dirais, raisonné, raisonnable et prudentiel. Nous avons effectivement les taxes sur les tabacs. Paul Félix disait qu'en 2018, elles étaient de 100 millions d'euros, elles sont aujourd'hui de 150 millions d'euros, et que ces taxes, ces rentrées exceptionnelles, nous aurions dû les capitaliser. Oui. Mais en face des rentrées exceptionnelles, n'y a-t-il pas eu des sorties exceptionnelles ? 2020, année Covid, avec l'explosion du 0,11 sur les frais généraux. 2021, nous sommes toujours en année Covid, avec toujours un 0,11 en explosion dû à tout ce que nous avons dû investir. 2022, la guerre en Ukraine, une inflation galopante, plus 6, plus 10, plus 15%. Vous avez sans doute lu les derniers articles qui ont pu paraître avec la hausse du panier moyen qui pourrait atteindre presque 30%. Ces dépenses exceptionnelles aussi, il faut les impacter dans notre budget. On ne peut pas rester que sur la recette exceptionnelle. 2018 n'est pas 2023, ni en recettes, ni en dépenses. Et ça, c'est à mettre à notre crédit aussi. On ne peut pas, d'un côté, évidemment, nous dire qu'en 2018, c'était mieux qu'en 2023, que 2023 mieux que 2018 en termes de recettes, sans parler des dépenses obligatoires. Sur la suite, ces recettes, la DMTO, la taxe sur les tabacs, nous savons que ce sont des recettes qui ne sont pas forcément en lien avec notre vision, et même pas du tout en lien avec notre vision. Mais là aussi,
Nous avons une vision qui dit que ce processus doit nous permettre de nous sortir de ce carcan qu'est la recette sur les droits de mutation ou sur les tabacs. Il nous faut des nouvelles recettes, il faut un transfert de fiscalité, il faut que nous soyons autonomes en termes de fiscalité afin de pouvoir bâtir un budget avec notre vision. Là-dessus, nous pouvons partager. L'approche est différente et la finalité sera la même. Je vais venir quand même sur cette fraction de TVA qui, tout confondu chez nous, représente 35% de nos recettes. Lorsqu'ailleurs, si on fait une moyenne entre les départements et les régions, elle est à hauteur de 50-51%. Là encore, nous avons tous les inconvénients de la collectivité unique en termes de dépenses, mais nous n'avons pas les avantages de ces recettes-là, qui sont des recettes qui, dans l'instant, avec l'inflation, sont des recettes qui sont exponentielles. Là encore, c'est à prendre en compte. Les ratios, pour terminer sur les chiffres. Les ratios, eh bien, en 2022, les ratios ont été dégradés. Qu'on le veuille ou pas, je dis bien qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, nous avons des ratios qui sont tout à fait acceptables, voire très bons. Une épargne brute à environ 170 millions d'euros, contre 92 en 2022, soit 14,62%. Une épargne nette à 119 millions d'euros, contre 46 millions d'euros en 2022. Et une capacité de désendettement à 5,82 années, alors qu'elle était à 10,14 l'an dernier. Et je vous rappelle que les seuils d'alerte sont entre 9 et 12 ans. Donc c'est vrai qu'il y a 1 milliard de dettes, le président le disait. Il y a 997 millions d'euros de dettes. Mais la capacité de désendettement prouve en règle comptable que nous avons les moyens d'être avec des signaux au vert. Ça, c'est à dire aussi. On peut agiter les chiffons rouges, faire peur à la population, de dire que cette dette est colossale. Bien sûr qu'1 milliard d'euros, ça fait peur, c'est une somme très importante. Mais à l'échelle de notre collectivité, nous avons encore les moyens d'être dans l'acceptable et de pouvoir poursuivre nos investissements. Alors, il faudra changer notre fusil d'épaule, nous l'avons dit, et ça se fera, nous l'espérons tous, par les discussions qui sont menées actuellement à Paris. Malgré tout, bien qu'on veuille noircir le trait, bien qu'on veuille noircir le paysage, il y a aussi des politiques publiques qui sont menées, politiques publiques très fortes. En termes de sécurité, pas loin de 55 millions d'euros en fonctionnement sur les 6, avec le changement climatique, la nécessité de protéger nos populations, 13,6 millions d'investissements pour les 6, renouvellement de la flotte des engins roulants, renouvellement de tous les matériels. Ce n'est pas dit, il faut peut-être le dire aussi pour la population. La collectivité de Corse abonde largement cette politique publique. L'enseignement, quasiment pas loin de 120 millions d'AE. On l'a dit, la DGF avec l'université. La politique de la langue corse, alors effectivement, quand on part de 0 pour les 1, c'est une progression, mais non pas grand-chose. En tout cas, il y a au moins cette volonté d'aller plus loin. Donc cette année, pas loin de 6 millions d'euros sur la langue corse, plus 3 millions par rapport à l'an dernier. Et 11,9 millions d'euros aussi dans l'enseignement, afin de rénover tous les bâtiments pour nos enfants, pour les jeunes Corses, rénovation énergétique, afin de donner les meilleures conditions d'enseignement. C'est-à-dire, je pense qu'il faut le dire aussi. La santé et le social. Alors parlons-en. 100 millions d'euros pour la santé et le social, soit pas loin de 10% de nos dépenses réelles de fonctionnement. Les personnes en situation de handicap, l'insertion sociale, l'enfance, la PMI, les personnes âgées, autant de compétences que nous assumons, telles que les assume un département. L'APA et le RSA, 77 millions pour l'APA, 44 millions pour le RSA, plus 13% pour l'APA, soit au total de bloc social de 23% de nos dépenses de fonctionnement, plus de 230 millions d'euros. Là aussi, nous pourrions mettre en évidence des recettes qui sont, des dépenses qui ne cessent de progresser sans que les recettes, elles, ne progressent. Pourquoi? Parce que la structure budgétaire de cette collectivité unique ne permet pas d'avoir et les recettes des départements et les recettes des régions. Là aussi, ça fera partie des discussions que nous devrons mener à Paris, que nous menons à Paris. Mais cette année, le social, c'est plus 4,30%. Plus 4,30%. Enfin, pour terminer sur ces politiques sociales, l'environnement, alors en investissement, plus 12%. La politique de l'eau, 18 millions abondés cette année. Les aides allouées aux communes et aux intercos pour la politique de l'eau, plus 6,5 millions d'euros. L'Office de l'environnement, 3 millions d'euros en investissement. L'énergie, 2,7 millions d'euros. Autant de politiques qui sont menées par la collectivité de Corse. Enfin, pour conclure, puisque ça a été aussi au cœur du débat, le 0,12 des charges de personnel. Alors, on n'a pas tous la même lecture, effectivement, du rapport. Je vais vous donner la mienne, bien entendu. 2022, 3 hausses du SMIC, une hausse de 3,5 points du point d'indice, 3,5% du point d'indice. Et cette année, en 2023, en année pleine, nous allons effectivement afficher 2,79% de hausse de la masse salariale. Alors je ne sais pas si le président est un magicien ou un génie, je vais simplement essayer d'expliquer les chiffres qui sont dans ce budget.
Donc l'effet report du point d'indice en année pleine, cette année, c'est 2,9 millions d'euros, soit 44% de la hausse totale de la section du 0,12. Sur les 2,79% d'augmentation, ce seul point d'indice en année pleine représente 1,19%. Le reste, 1,60 points, effectivement, c'est à notre charge. Mais qu'est-ce que ça représente à l'échelle de notre collectivité? J'ai envie de vous dire, pas grand-chose. On est les aviers, effectivement, à moins 36 agents permanents. Mais je ne peux pas vous laisser dire que, par un jeu de dupes, nous avons basculé ces moins 36 agents sur les contractuels. Pourquoi? De manière très simple. Si on va aller au bout des chiffres, contractuels cette année, hors remplacement maladie et tout le reste, on est à 105 personnes. Nous étions 93 en 2022. Il faut savoir que sur ces 105 personnes, un tiers sont à destination du social. Pourquoi? Parce que nous avons des besoins récurrents qui arrivent très souvent et que nous ne pouvons les pourvoir. Ce sont des postes très spécifiques, pas que par du contractuel. Ensuite, si on doit parler aussi de ces contractuels, puisqu'on nous reproche souvent la paupérisation de l'emploi ou la précarisation de l'emploi, le taux de contractuel dans notre collectivité, c'est 10%. Dans les départements, c'est 24% la moyenne. Et dans les régions de même strate, c'est 16%. Donc nous sommes largement en dessous de tout ce qui se fait ailleurs. Donc on peut essayer de dire qu'aujourd'hui, nous allons faire basculer des permanents contractuels de façon à habiller le tableau des effectifs. La réalité est tout autre. Les chiffres sont têtus. On est en dessous des moyennes nationales. Quant à cette augmentation de 0,12, si on y met l'effet du report du régime indemnitaire 2022, c'est 220 000 euros. L'effet du report du point d'indice, je disais, c'est 2,9 millions d'euros. Le GVT, effectivement, c'est 1,6 million d'euros. Et enfin, la revalorisation de l'action sociale, c'est 400 000 euros. Alors oui, il y a un GVT négatif, effectivement. Il y a un GVT négatif. Et en tout cas, Président, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une maîtrise de la masse salariale à 2,79% et que nous assumons toujours nos politiques publiques et que nous allons toujours plus loin dans ces politiques publiques. Alors, si maintenant la question est de savoir si nous pouvons continuer longtemps comme ça, je crois que la réponse est partagée. Non. Il faut un changement de structure budgétaire. Est-ce qu'à moyen constant, nous pouvons avoir ce changement de structure budgétaire? Cela paraît difficile. En tout cas, on ne pourra pas continuer à assumer l'intégralité de ce que nous faisons aujourd'hui. Il faudra changer le périmètre d'action de la collectivité. Le seul moyen aujourd'hui de changer ce budget et d'avoir un budget qui nous permette d'aller plus loin dans cette vision, partagée par 70% des Corses, c'est aussi de pouvoir faire aboutir ce processus et d'obtenir ce transfert de fiscalité qui est tant demandé. Pour le reste, c'est un budget qui est sincère, à l'image de notre président, à l'image de la majorité. Il n'y a pas d'insincérité. Ensuite, les chiffres, chacun veut bien les lire comme il le fait. Chacun les lit comme il le veut. En ce qui concerne le groupe FAPO, nous voterons ce budget, Président, et nous vous remercions. Merci.